La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Perpignan a vécu 20 années au rythme d'un drame nommé « Les disparus de la gare ». Entre 1995 et 1998, Tatiana Anjar, Mokhtaria Chaïb et Marie-Hélène Gonzalez, 3 jeunes femmes, disparaissent de nuit aux abords de la gare de Perpignan. Après des années de traque, Jacques Rançon, confondu par son ADN, est appréhendé par les hommes de la PJ. Sa garde à vue, commencée à 12h05 le 14 octobre 2014, se poursuit. Vous écoutez le 2e épisode de l'affaire Jacques Rançon. Les experts sont formels. Le tueur est un as du bistouri. Alors, le 22 janvier 1998, Palomino Barrios, un Péruvien qui pratique la chirurgie en ville, grâce à un faux diplôme, est arrêté. Un faisceau d'indices font de lui le coupable idéal. Incarcéré, il bénéficiera quelques années plus tard d'un non-lieu. Mais les enquêteurs ne lâchent rien. L'affaire des disparus de la gare et ses cadavres mutilés est devenue l'affaire de toute une génération de flics. Pour la 3e audition de Rançon, changement de tactique. D'autres enquêteurs sont invités. À eux d'observer et de déstabiliser Rançon. Un travail d'équipe. Comment était votre chambre à l'hôtel du Berry ? J'avais toujours la même chambre, premier étage. Il y avait un lit double, une armoire, une table. Et il n'y avait pas de salle de bain, tout était sur le palier. Comment fonctionnait cet hôtel ? Comment vous faisiez pour la clé ? Je laissais la clé. Et il y avait toujours quelqu'un à l'accueil, même le soir. Et si on recevait quelqu'un, fallait payer un supplément. Mais aucune femme n'est jamais montée chez moi. Vous n'avez jamais emmené une femme dans votre chambre ? Non, jamais. Une chambre spartiate qui ressemble à un perchoir, où Jacques Rançon, à l'abri, peut des heures durant épier, scruter la gare et ses habitants de passage. L'observatoire idéal d'un oiseau de proie. Durant cette période, de septembre à décembre 97, qu'est-ce que vous faisiez d'autre en dehors de votre travail ? Rien. Vous fréquentiez des établissements les jours de repos ? De temps en temps, je prenais un kebab avenue de la Gare. Et puis sinon, je prenais mon petit café tous les jours au terminus. Vous sortiez le soir ? Oh, ouais, de temps en temps. Ça dépendait de la journée de boulot. Vous sortiez seul ? Ouais. Les jours de repos, le week-end, je me baladais dans Perpignan. Je fais tout Perpignan. Je me baladais comme ça, sans but, jusqu'à 9 ou 10 heures le soir. On apprendra plus tard que le 10 septembre 1997, soit seulement 4 jours après son arrivée à Perpignan, Jacques Rançon agresse une femme aux environs de minuit non loin de la gare. La plaquant au sol, il lui crie « Laisse-moi te toucher, j'ai besoin de tendresse et je te laisserai partir ». La femme se débat et réussit à s'enfuir. Jacques Rançon n'est pas inquiété et peut continuer ses déambulations nocturnes. On s'aperçoit que l'on est en présence d'un individu qui part en chasse tous les soirs pratiquement. Étienne Nicolo, avocat des parties civiles. Qui se promène dans le quartier de la gare et qui est à la recherche d'une proie. Quel quartier de Perpignan fréquentiez-vous ? Je prenais l'avenue de la Gare et puis j'allais dans Perpignan. Quel quartier de Perpignan fréquentais-tu ? Je prenais l'avenue de la Gare et j'allais dans Perpignan. Je te pose la question. Quel quartier de Perpignan fréquentais-tu à pied ? Tout Perpignan. Et là, le ton change, des enquêteurs aussi. On est passé quand même dans le vif du sujet. On commence à sentir un peu plus de pression. Xavier Capellet, avocat de Jacques Rançon. Les enquêteurs vont se succéder pour poser des questions, certains gentiment, d'autres de façon beaucoup plus agressive. Ça crie, il y a des moments où on sent qu'il y a des enquêteurs qui sont là aussi pour le déstabiliser, donc pour essayer de le pousser dans ses retranchements. Moi j'ai la sensation que ça commence à gamberger un peu dans sa tête. Quel est votre type de femme ? Toutes les femmes avec des gros nichons,
plutôt jeune, pas comme Lolita. Mais j'ai toujours eu des femmes plus jeunes. Est-ce que le nom de mademoiselle Mokhtaria Chaïb vous dit quelque chose? Vous connaissiez cette personne? Non, je la connaissais pas, mais oui, j'ai entendu son nom quand ils ont dit qu'elle était morte. Comment avez-vous appris sa mort? Ah ben, la télé, journal, les collègues au boulot. Savez-vous où son corps a été découvert? Ouais, en remontant pour aller au Leclerc, dans le terrain avec. Avais-tu une raison d'aller dans ce secteur? Un commerce, une boutique? Un copain? Non. Un bar? Non. En fait, on sent bien que Jacques Rançon joue la montre, comme on dit dans le jargon policier, il joue la montre. Commandant Garcia, police judiciaire. Donc il attend, il sait que la garde à vue de 48 heures, c'est un jeu de poker, il attend de voir qu'on rabatte nos cartes pour voir ce qu'il y avait dedans. Nous vous présentons une photographie de cette personne. Vous la reconnaissez? Ah non, je la connaissais pas, mais moi j'ai appris dans les journaux qu'on l'avait retrouvée dans un terrain vague, mais moi j'y suis jamais allé. Que saviez-vous sur la découverte du corps par les médias ou les éléments rapportés par votre entourage? On a suffisamment vu sa photo dans le journal. Elle a été tuée à coups de couteau puis ouverte en deux. Ma collègue me dit, François, ce gars-là, il n'a aucune empathie, il n'a aucune ouverture, il est égocentré, on a besoin de parler de lui. Il faut absolument, dans les auditions, que l'on parle de lui. Il est comme ça. Pour percer le mystère Rançon, il faut aller dans son intimité. Alors, changement de stratégie. On ne bouscule plus Rançon. Et entre deux auditions, il peut se reposer sur le patio attenant au bureau du commissaire. On l'a gardé avec nous pour des raisons de sécurité, parce que on ne voulait pas que il tente de se suicider en se pendant, enfin peu importe, mais voilà, on voulait absolument qu'il n'y ait pas d'incident de ce genre-là. Commissaire divisionnaire Soulier, police judiciaire. Et on voulait garder le contact avec lui. Alors évidemment, entre chaque audition, il a eu ses périodes de repos, il voulait une cigarette, il a fumé, il a pu s'alimenter, voilà. Mais tout ça, c'était sous notre garde. Comme ça, on avait la maîtrise totale de la garde à vue. Service première classe pour Rançon. Cigarettes et pizzas servies par la brigadier-chef Valérie Fédel. Derrière la vitre sans teint du bureau, rien n'échappe à l'équipe de surveillance du commandant François Garcia. Avec son équipe, il est là pour surveiller, mais surtout pour approcher et comprendre l'homme. Ma collègue féminine est brune, fine, physique ressemblant à celui de Mokhtarien. Commandant Garcia, police judiciaire. Elle traverse le patio et on s'aperçoit que Rançon arrête de fumer et il a son regard qui vient se porter, s'accrocher au physique de ma collègue. Et on a vu un regard de prédateur. Un travail d'équipe. Chaque réaction du suspect est notée, partagée avec les autres enquêteurs. Et là, avec mon collègue, on se dit, il ne faut pas qu'on lâche, il y a quelque chose à faire. On a une intuition qui nous dit que Rançon a sûrement des choses à dire sur cette affaire de Mokhtaria. Que faisiez-vous la nuit du samedi 20 au dimanche 21 décembre 1997? J'en sais rien, c'est trop vieux pour que je me rappelle un jour plutôt qu'un autre. Disons en règle générale. Que faisiez-vous les samedis soirs depuis que vous logiez à l'hôtel du Berry? Rien de spécial, c'est un jour comme un autre. Sachant que c'était la veille du dimanche, jour où vous ne deviez pas travailler. Non, je n'allais pas au boulot dimanche, mais moi je restais dans ma piole samedi soir. Je sais très bien qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va sortir, que s'il y a cette garde à vue avec ce décorum particulier, c'est que les enquêteurs sont quand même assez sûrs de leurs faits. Donc je m'attends effectivement à ce que quelque chose de concret et d'assez probant soit mis sur la table. Que savez-vous sur l'exploitation des profils ADN en matière de procédure judiciaire? Ouais, je connais ce truc-là. Ça veut dire que si on découvre l'ADN d'une personne sur place, ça veut dire qu'elle était présente. Jacques, ton profil ADN est présent sur la scène de crime de Mokhtaria Chaïb. Comment tu l'expliques? Voilà. C'est pas possible. Moi, j'ai jamais mis les pieds sur ce fichu terrain vague. Nous vous présentons un rapport de rapprochement génétique établi par le FNEG en date du 10 octobre 2014. Entre la trace provenant de la scène de crime, objet de la présente procédure, et votre prélèvement biologique.
que vous répondez à ça? Moi, je pige pas. Moi, à cette époque-là, j'ai jamais fréquenté cette rue. Hein. Et quand on lui met sous le nez notre élément fort dans le dossier, c'est-à-dire un élément génétique, là, tout d'un coup, on le voit, il change de visage, il change d'attitude, et il dit non, j'ai pas d'explication, je ne sais pas. Là, c'était un autre Jacques Rançon qu'on avait. Ce qui confirme pour nous que, évidemment, c'est lui. Et que on se doutait bien qu'à la première question, quand on allait lui mettre l'ADN sous le nez, il n'allait pas nous dire d'emblée, on savait que ça allait être un peu plus compliqué que ça. Des années de vaines recherches et une enquête qui s'enlise. Il faut un regard nouveau. L'affaire est confiée en 2009 au capitaine Vincent Delbreil. Depuis les meurtres, les techniques de recherche d'ADN ont fait d'énormes progrès. Il est temps de faire parler les scellés. Avec l'accord de la juge d'instruction, j'ai repris l'ensemble des scellés de la scène de crime de Mokhtaria Chaïb. Capitaine Delbreil, police judiciaire. Et on les a renvoyés à nouveau donc au laboratoire Blonis de Lyon. Je suis allé moi-même les porter et donc rencontrer la directrice, Madame Cherpin, et ses collaborateurs pour les sensibiliser à cette affaire. C'était la piste la plus importante pour nous, la plus intéressante, celle qui avait le plus de chances d'aboutir, puisque si on avait un ADN, même longtemps après, à partir de là, on pouvait retrouver l'auteur. C'est en main propre que le capitaine Delbreil vient livrer les scellés. Il veut émouvoir et motiver l'équipe. Après des mois de recherche, une des chaussures de Mokhtaria parle enfin. Il y a bien une trace d'un ADN masculin. Mais un ADN dit mélangé, que les logiciels du FNEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, ne savent pas identifier. Jusqu'au jour où le FBI prête à ses collègues français un tout nouveau programme. Et là, bingo. Le FNEG match une des traces apparaissant sur une des chaussures de Mokhtaria Chaïb avec un profil génétique inscrit dans le fichier national. C'est le profil d'un individu nommé Jacques Rançon. Le vendredi 10 octobre 2014, la trace ADN match, concorde avec le profil de Jacques Rançon. L'analyse ADN est formelle. Rançon a bien approché Mokhtaria Chaïb sur le lieu du crime. Ironie de l'histoire, Rançon n'est enregistré dans le fichier du FNEG que depuis 3 mois. À quelques jours près, Jacques Rançon, le cariste sans envergure, l'homme sans éducation et multivioleur connu, aurait échappé à l'interpellation. Jacques Rançon ne correspond absolument pas à l'image qui avait été peinte, dressée par les experts, par les profilers, par les psychiatres. Étienne Nicolo. On s'aperçoit qu'il s'agit d'un être frustre, qui n'est pas un notable, qui ne connaît rien à la chirurgie, qui est inintelligent et qui finalement est à l'opposé de la personne qui était recherchée à partir des éléments donnés par des gens qui se disaient spécialistes. Bon. Avez-vous fréquenté, avez-vous eu des contacts avec Mokhtaria Chaïb à l'époque des faits? Vous ne l'avez jamais vue vivante, ni morte? Non, je l'ai jamais vue, ni morte, ni vivante. Avez-vous tué Mokhtaria Chaïb? Non. Monsieur Rançon, vous avez le profil idéal d'un agresseur sexuel en série. Vous êtes présent à l'époque du meurtre de Mokhtaria Chaïb sur Perpignan. Vous êtes aussi présent sur les lieux habituellement fréquentés par la victime. Votre profil ADN a été retrouvé sur un des éléments de la scène de crime. Et pourtant, d'après vos déclarations, vous n'avez pas tué Mokhtaria Chaïb. Je pige pas, je sais pas comment mon ADN il s'est retrouvé là. J'ai pas tué Mokhtaria Chaïb, j'arrête pas de vous le dire. Dans une carrière de policier, c'est un moment grandiose. Hein. C'est un peu comme un pêcheur à la ligne qui va pêcher des après-midi ou des journées entières, il n'y a rien qui se passe. Et tout d'un coup, il y a le bouchon qui commence à bouger et qui va un petit peu au fond de l'eau. Voilà, c'est exactement ça. Et là, c'était ça. Hein. On savait que voilà, il était en train d'être ferré et on se disait putain que ça va être bon tout ça. Jacques, tu es un agresseur sexuel et un violeur. Je pense que tu as vu Mokhtaria Chaïb ce soir-là. Tu as voulu la violer. Ça tourne mal. Et tu la tues. Non, c'est pas moi. Tu risques une peine de perpétuité dans cette affaire.
Et tu te défends pas beaucoup. Il faut m'expliquer comment cet ADN est arrivé là. J'en sais rien. Je sais pas comment mon ADN est arrivé là. Bon, écoutez, toutes les charges contre vous sont accablantes. Maintenant, il faut nous donner une explication. Je sais pas quoi vous dire. Il faut nous donner une explication logique. Or, la vôtre ne l'est pas. Pourquoi? J'en sais rien, j'ai rien à dire. Qu'est-ce qui bloque chez toi? Le fait que cette fois-ci, la victime soit morte, c'est ça? Comment tu l'expliques? L'idée, c'est de lui mettre le bordel dans sa tête, de le déstabiliser au maximum. Et là, je vois qu'il, même s'il répond je sais pas, mais il encaisse des coups. C'est un peu comme un boxeur qui est dans le coin du ring et qui se protège, mais qui en prend plein la tête. La stratégie dans ce genre d'affaires, c'est un petit peu la théorie de l'entonnoir, c'est d'amener le gardé à vue dans un coin et que voilà, enfin, il n'arrive plus à s'en sortir, quoi. Et qu'il soit pris de tous côtés, et que voilà, la seule façon de se sortir de ça, c'est de dire la vérité, hein, de passer aux aveux. Avez-vous autre chose à déclarer? Non. Les enquêteurs constatent que Jacques Ranson on va pas avancer, on le sent, hein, c'est bloqué. Il est bloqué, il est dans ses dénégations, il n'y a rien qui sort. Donc je pense que la stratégie à ce moment-là des enquêteurs est de dire bon, on va essayer de déclencher quelque chose, on va essayer de le remettre dans le contexte, et donc ils décident d'organiser un transport sur les lieux, donc à l'endroit où on avait découvert le corps de Mokhtarian. On est le soir vers 19h-20h. La fin de garde à vue, c'est le lendemain à midi. Et là, on décide donc de le ramener sur place, en espérant évidemment que ce transport-là va dans sa tête déclencher un processus qui va l'amener à nous dire la vérité, à passer des aveux. Vous venez d'écouter un épisode de Garde à vue. Retrouvez bientôt la suite. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.